Attention, ceci est un message de prévention. L'édito que vous vous apprêtez à entendre a été finalisé très tardivement hier soir et la qualité de ce dernier peut s'en ressentir. Aussi, si vous êtes particulièrement sensible à la cohérence et à la précision de l'écriture, nous vous recommandons de vous éloigner de votre téléphone. ETTPQ et ses animateurs se dégagent de toute responsabilité en cas de malaise ou de gênance ressentie par les auditeurs durant les prochaines minutes. Merci de votre attention et bon podcast à vous. Chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Et pour la 3e fois seulement cette année, nous nous attaquons à un film français. En effet, après Kaamelott 2e volet et plus récemment Le Sens de la fête, j'ai eu envie de continuer notre voyage dans le paysage cinématographique de notre beau pays et de m'attarder en particulier sur un comédien et réalisateur qui traîne derrière lui pas moins d'une 50aine de films. Et ouais, rien que ça. Et vous pouvez ajouter à cela, à son palmarès donc, pas moins de 5 seuls en scène qu'il a portés entre 1999 et 2020. Autant dire qu'on est quand même sur du lourd. Bon, après, il faut qu'on s'entende sur la définition du mot « lourd ». Parce qu'on va pas se mentir, une partie de sa carrière a quand même du mal à se défaire de son côté lourdingue et clairement plus du tout au goût du jour en termes d'humour. Reste cependant que le garçon a marqué, et notamment pour un rôle majeur qu'on ne peut pas oublier. On se souvient tous à quel point il portait brillamment le maillot de bain bleu et le Marcel rose. Car oui, impossible de ne pas mentionner Camping quand on évoque ce comédien. Mais pourtant aujourd'hui nous allons troquer nos petits maillots de bain pour de grosses et chaudes doudounes. Bien que vous auriez sans doute autant adoré que moi voir Bastien faire cet épisode en slip. Mais non, pas cette fois parce qu'aujourd'hui on part direction le Jura. Une région célèbre pour son fromage, ses stations de ski mais surtout pour ces ours inexistants, car ça y est, nous voilà déjà au cœur du film. Dès le titre, le réalisateur nous annonce la couleur. On est ici face à un petit ovni du cinéma français, il faut se le dire. Et je ne peux évidemment pas m'empêcher de faire d'entrée référence à un chef-d'œuvre d'outre-Atlantique dont les inspirations sont ici certes très visibles, mais surtout extrêmement bien reprises. On peut donc le dire avec fierté, on tient notre Fargo à la française. Et franchement, c'était pas gagné tant le film des frères Cohen flirte avec la ligne jaune qui ferait passer son absurde génial et dérangeant pour un truc incompréhensible et ridicule. Et c'est là qu'est le génie des deux frangins Cohen, et je n'ai pas peur de dire qu'il en est de même pour notre cher réalisateur du jour, qui maîtrise ici parfaitement son coup. Alors certains, peut-être même à ce micro nous verrons, resteront sans doute plus circonspects, voire totalement hermétiques. Mais tant pis, parce que lui tient déjà son succès, aussi bien en salle qu'auprès de ses pairs, puisqu'un an après une délicieuse parodie de remise de prix, il est cette fois bel et bien monté sur la scène des Césars pour recevoir une vraie récompense et qu'il mérite par-dessus tout. Vous savez, parfois, il y a des carrières qui ne prennent pas les directions qu'on imaginait. Il y a des chemins qui semblent s'éloigner pour des acteurs ou des réalisateurs. On aurait presque cru que les portes leur étaient fermées. Mais de temps en temps, il y en a un qui finit quand même par y arriver, par une porte dérobée. Alors il s'approche tout doucement de ceux qui étaient déjà passés, et quand enfin il se retourne et les regards se posent sur lui, il n'a plus qu'une seule chose à leur demander. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien, comment ça va ? Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Et toi, après un édito encore une fois de qualité, écoute, ça va très bien. On apprécie. Merci beaucoup. Ce qui vient de se passer. Bon, je vous confirme, Bastien n'est pas en slip pour cet épisode. Oui, calmez vos ardeurs, on ne le saura que trop le dire. Voilà. Je me suis perdu dans ma phrase, mais vous m'avez compris. Il est déstabilisé. C'est l'idée de me voir en slip qui me déstabilise. Bon, alors. Bon, en tout cas, on est très content de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un film français. C'est la 3e
troisième fois, je l'ai dit, cette saison. Et puis il y a pas si longtemps, on a parlé du sens de la fête. Je sais pas si c'est pas la troisième fois de tout court. On a fait un film français. Bah oui, on a fait Kaamelott quand même, Kaamelott. premier volet. Parce qu'à un moment donné, quand t'as dit c'est troisième film français après Kaamelott, premier du nom, Kaamelott, deuxième du nom. Non, je ne parlais que de la saison 2. Absolument. Donc vous l'aurez compris, on va parler de Un ours dans le Jura qui est sorti le 1er janvier 2025, qui a été, vous l'aurez compris, écrit et réalisé par Franck Dubosc, qui joue également le personnage principal. C'était lui dont tu... C'était donc lui. Un film qui dure 1h52, qui a été fait avec un budget estimé à environ 10 millions d'euros. Pas facile de trouver des chiffres précis, j'ai eu des sources un peu discordantes, avec un score d'entrée en France qui s'élève à 1,4 million d'entrées physiques pour une recette globale mondiale, parce que le film a une vie aussi un peu à l'étranger, qui dépasse les 10 millions d'euros. Donc a priori, le film est rentable. On va pas dire que c'est une déferlante, mais c'est rentable. En revanche, le nombre d'entrées en France est plutôt correct. C'est solide. Il est plutôt correct. Et puis surtout, le film, je l'ai dit, a reçu un César. Quand même. Et pas un Césario, tu l'as dit. Du meilleur scénario original pour Franck Dubosc et Sarah Kaminski, que je cite puisqu'elle est co-scénariste avec Dubosc sur ce film. Et donc voilà, Dubosc qui remporte son premier César, alors que l'année précédente il avait fait un sketch génial avec son Césario, tu l'as dit. Si vous n'avez pas vu ce truc là, allez le voir, c'est vraiment bien. Et ça fait partie des meilleurs moments des Césars, je trouve. Ah mais clairement d'il y a un César moderne presque, j'ai envie de dire. Non, mais je suis totalement d'accord, c'était vraiment un gros bon moment des Césars en 2025, et du coup la récompense l'année d'après n'en est que plus belle, parce que elle était un peu inattendue quand même. On n'imaginait pas en janvier 25, quand le film est sorti, c'était pas gagné qu'il ait un César. L'année était longue et finalement il en a obtenu un, et franchement, en tout cas de mon point de vue, c'est mérité. On va faire un petit point sur le casting. Évidemment, on retrouve Franck Dubosc dans le rôle principal, mais il n'est pas seul, puisqu'on retrouve au casting notamment un certain Benoît Poelvoorde. Connais pas. Qu'on est très content de revoir, un acteur belge que vous connaissez sans doute, qui s'est fait connaître notamment avec un film incroyable. Oui. Je te laisse en dire quelques mots, parce que je sais que c'est un film que tu aimes bien. On en a souvent parlé de ce film-là. Alors attends. Parce que quand tu me dis des trucs comme ça, c'est comme avec Elodie. J'ai un stress qui monte en mode faut pas que je me gourre. Ah non, mais pas du tout. C'est vraiment, je sais que c'est un film dont on a souvent parlé, parce que c'est un film bizarre parmi les films bizarres dans la filmographie de Poelvoorde, qui est tourné comme un faux documentaire dans lequel on suit un tueur en série. C'est évidemment C'est arrivé près de chez vous, qui. Ah, mais tu voulais que je te donne le titre? Pardon, j'avais pas compris. Mais non, mais c'est pour ça en fait, je me suis dit mince, c'est ce qui parle de. Si. Je savais pas si tu pensais vraiment à C'est arrivé près de chez vous bien sûr. ou à Podium. Non, parce que C'est arrivé près de chez vous, j'ai mis du temps avant de le voir. Je l'ai vu très tardivement, c'est toi qui m'en parlais beaucoup. Mais j'ai souvenir que quand tu l'as vu, t'avais vraiment aimé. Oui, c'est difficile de pas aimer la flegme de Poelvoorde dans ce rôle. Je crois qu'au départ, c'est un projet d'études en plus, c'est si un je projet dis pas de fin de conneries. d'études. Bon, enfin bref, peut-être qu'on le fera un jour. Si vous avez l'occasion, c'est un film barré. Évidemment, t'as parlé de... C'est très très bien, mais du coup, moi, c'était plus Podium qui m'a marqué avec Poelvoorde. Podium, film toi, c'est le vélo de Ghislain Lambert, on le sait. Mais... Évidemment, le vélo de Ghislain Lambert, Podium qui a été là aussi un immense succès populaire, avec Jean-Paul Rouve notamment. Le seul point noir de ce film, c'est son réalisateur, mais c'est pas grave. Oui, il a fait un succès. Tu sais que franchement, quand j'ai réalisé ça, que c'était Yann Moix qui avait réalisé ce film, j'ai fait Yann Moix a aussi réalisé Cinéman, qui est sans doute un des pires films de l'histoire du cinéma français. Et la boucle est bouclée puisqu'il y a Franck Dubosc dedans. Si oui, tout à fait. Il a atteint les sommets, il a touché le fond en peu d'années d'écart finalement. C'est pas très grave. On retrouve également une comédienne qu'on aime beaucoup qui s'appelle Laure Calamy. J'adore. Que nous avons découvert notamment dans Nos Jours Heureux, où elle avait un rôle exceptionnel dans le film de Nakache et Toledano. Et on la retrouve aussi dans Tellement Proche, bien évidemment, aux côtés de Omar Sy. Il y a un problème. Ouais. T'es sûr que tu parles de Laure Calamy? Non, j'ai dit Laure Calamy, c'est pas du tout Laure Calamy. Parce qu'elle a pas jeté. Non, je pense que tu parles de l'autre. Oui, je parle de. Si vous avez écouté notre épisode précédent, vous savez que Guillaume a un peu de mal ces temps-ci à organiser ses idées. En fait, tu sais quoi, j'ai mes notes devant moi et j'ai marqué 2 fois le nom de la même actrice au lieu de marquer le nom de la deuxième. Parce qu'il a vraiment aimé Laure Calamy dans ce film. Non, mais c'est terrible. Attends, il faut que tu me sauves parce que du coup, j'ai pas le nom de la deuxième actrice. Attends, c'était pas à moi de le préparer, mec. Attendez, ça va venir. C'est quand même terrible. Je pense que tu parles de Joséphine Demeaux.
Merci. Qui joue Florence Voilà, dans qui joue ce film. Florence. Pardon, toutes mes excuses. Donc Joséphine Demeaux, qui est une actrice vraiment que j'aime, d'un amour infini. Au point je de la trouve d'oublier son nom. Et ça, c'est non beau. mais pardon, dans mes notes j'ai noté 2 fois le même nom. Je te taquine. Donc j'ai parlé d'elle dans Nos jours heureux. Je parlais d'elle évidemment dans Tellement proche, où elle est Bien sûr. incroyable avec Génial. Omar Sy. On peut parler d'elle dans Casse Départ. Elle est présente aussi dans les films du Cobu, me semble-t-il. Oui, il me semble. Et Absolument. voilà, c'est une comédienne qu'on a toujours plaisir à retrouver. Et je trouve que dans ce film, on la retrouve dans ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire être un personnage qui est à la fois empreint de naïveté, à la fois très empathique et à la fois très drôle, parce qu'elle est vraiment vraiment très drôle dans ce film. Et je trouve que son duo avec Poulvord fonctionne très bien. On aura sans doute l'occasion d'y revenir pour cette comédienne qui est vraiment une comédienne. Je trouve qu'on la voit pas assez, moi. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas une comédienne qu'on voit beaucoup. Je sais pas trop, parce qu'à part les films effectivement de Toledano et Nakache, je sais plus tellement dans quoi je l'ai vu, moi, pour être tout à fait honnête. Effectivement, elle joue Mademoiselle Rateau dans L'élève du Cobu. Elle a une apparition dans Casse Départ. Casse Départ, une très très bonne comédie pour le coup. Et d'ailleurs, Nos jours heureux, c'était que son 3e film, pour le coup, de ce que je vois. Qui a un rôle cultissime, bien sûr, mais évidemment. Clairement, c'est quelque chose. Et non, là, je regarde, effectivement, elle a pas joué. En tout cas, elle a quand même joué dans pas mal de films. Elle joue aussi dans Intouchable, tu l'as dit. Elle a un rôle dedans. Mais après, j'avoue, j'ai pas vu les autres films dans lesquels elle joue, mais elle est quand même assez prolifique, parce que entre 2010 et 2015, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 films, mine de rien. Alors, je suis d'accord, mais je trouve que c'est une actrice mais elle n'est pas assez mise en avant, je te rejoins. Exactement. Là où dans les films de Toledano Nakache, elle avait quand même un rôle, on va dire, assez central dans ces films-là. Là, j'étais content, moi, de la retrouver dans un rôle où vraiment elle est présente beaucoup à l'écran et elle participe vraiment à l'évolution du film, et j'étais très très content de la revoir là. Elle a joué dans une publicité Castorama aussi. Waouh. Ça c'est de l'info qui est info. Et donc du coup on va venir à Laure Calamy, encore une fois toutes mes excuses. Je suis désolé, mais pour cette chère Joséphine Demeaux, toi tu l'as vue dans Le Bureau des légendes. Elle joue dans un épisode, apparemment. Saison 5, épisode 6. Elle joue dans un épisode. Voilà, c'est une toute petite apparition. On s'en fout, elle joue dedans. Elle joue dedans, tu as raison. Et oui, regardez Le Bureau des légendes au passage, c'est une série géniale. J'espère qu'on en fera un épisode un jour, parce que je ne l'ai toujours pas vu et je sais que tu adorerais qu'on en parle. J'adorerais faire ça. Donc, j'en viens enfin à Laure Calamy. La fameuse. Je ne vais pas me tromper, que nous avons, en tout cas que moi j'ai découvert avec la série 10%, qui l'a vraiment rendue extrêmement populaire, même si elle a une carrière cinématographique assez longue. Elle a commencé en 2000, au tout début des années 2000, et c'est une comédienne qui est vraiment incroyable. On l'a vu notamment récemment dans un film qui s'appelle Classe moyenne, qui est avec Ramzy Bedia, qui est un film plutôt marrant que je vous conseille. J'ai passé un bon moment moi devant. Je l'avais pas vu au cinéma, mais je me suis rattrapé en replay il y a pas très longtemps et j'ai vraiment passé un bon moment. Et dans ce film, vraiment, elle est incroyable. Elle est très, très forte. Je pense que c'est mon personnage préféré du film, et celle qui, à mon sens, se démarque le plus, je trouve. C'est le personnage par lequel passent toutes les péripéties presque. On est d'accord, mais active, et je trouve que son duo avec Dubosc est génial, puisqu'elle joue sa femme dans le film. Ouais, il est génial, puis il est très touchant aussi. Il est touchant, mais j'aime beaucoup. Elle a des qualités un peu similaires à Joséphine Demeaux, dans ça qu'elle est parfois très très véhémente, parfois elle est très empathique, parfois elle est très froide. J'aime vraiment les comédiens qui sont capables dans un même film d'avoir un spectre très large, et je trouve que c'est son cas. Donc voilà, un vrai plaisir de la retrouver là. Quelques petites infos sur le film. Donc il s'est tourné dans le Jura, ça vous vous en doutez. Les conditions étaient assez compliquées. C'est toujours difficile de tourner dans des décors où il fait froid, où il y a de la neige, puisque c'est le cas dans le Jura, vous vous en doutez, et ça faisait partie des conditions souhaitées par Franck Dubosc pour le rendu de son film. Donc ça a été assez complexe, ils ont beaucoup tourné en décor naturel. Et puis il a fallu traiter la présence de l'ours, qu'on voit peu dans le film, mais qu'on voit. Et donc il a fallu une équipe d'effets spéciaux pour s'occuper de ça. Il est beaucoup suggéré dans le film, on le voit peu. Et la majorité des plans, ont été faits avec des FX, parce que c'était quand même compliqué à faire. Et donc le film joue beaucoup sur la suggestion.
Il y a pas mal de plans où on voit des traces de pas, en fait le personnage, l'ours, on entend parler tout le long du film, mais en réalité on doit le voir moins d'une minute dans On le voit que dans l'intro. Hein. On le voit dans l'intro et au moment de l'accident. On le voit Pour moi, c'est l'intro, mais ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est quand même, il est là tout le long, on en parle tout le long, on y fait des références, notamment avec des dessins exceptionnels, mais on le montre très peu et à l'arrivée, ça fonctionne bien. On va avoir l'occasion d'y revenir. Il faut savoir que l'idée de départ du film est venue d'un fait divers qui avait été trouvé et qui avait marqué vraisemblablement les auteurs quand ils étaient tombés dessus, et que pour l'écriture du scénario, donc ils s'y sont mis à deux avec Sandra Kaminski, je l'ai dit, et donc ils ont passé un certain temps à écrire le film. Ça s'est pas fait rapidement, il a fallu vraiment du temps pour arriver à une histoire et un scénario qui fonctionnait bien. Et en vrai, je comprends. Parce que, je l'ai dit dans l'intro, il y a évidemment une vraie vibe Fargo. Si vous avez vu Fargo des frères Cohen, on est vraiment dans, je vais pas dire dans un... c'est un choix assumé. Hein, mais totalement, c'est un choix assumé. Presque revendiqué, je dirais. Mais Dubosc l'a clairement assumé. Il l'a clairement dit. Il a dit qu'il y avait une inspiration. Mais clairement, ce que je trouve fou, c'est que ça reprend beaucoup des codes de Fargo dans la construction. Il y a un mimétisme aussi parce que Fargo se passe en hiver dans la neige. Enfin, il y a vraiment, on pourrait se dire, bon, ils ont quand même fait un petit copier-coller. Mais en fait, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a vraiment une patte. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est de me dire que les deux films pourraient se passer dans le même univers. J'ai un côté, vraiment, je trouve c'est une vraie bonne legacy. C'est-à-dire que l'hommage, il est vraiment, vraiment réussi. Et je trouve que c'est, de mon point de vue, en tout cas, la principale qualité du film. Un ours dans le Jura spin-off de Fargo, peut-être. Mais totalement. Mais mon rêve. Le multiverse qu'on n'avait pas vu venir. Mais totalement. Le crossover qu'on n'a pas vu venir. En tout cas, je le redis, mais c'est un tour de force d'avoir fait ça. C'est vraiment pas un film commun dans le cinéma français. On parle beaucoup des comédies françaises. On est un pays de comédies, on en produit plein. Certaines très bonnes, d'autres qui sont plus discutable, dirons-nous, d'un point de vue de l'humour. Et je sais qu'on n'est pas du tout d'accord sur ça. Mais voilà, non, mais on n'a pas les mêmes goûts. Mais voilà, sûr, on va dire qu'il y a beaucoup de comédies, notamment modernes, qui, pour certaines, marchent très bien au box-office, mais pourtant ne sont pas des chefs-d'œuvre, notamment d'un point de vue de l'écriture. Là, je trouve que ce film réussit un truc compliqué. C'est difficile de faire un film qui est toujours sur la tangente entre... il faut qu'on y croie et en même temps ça n'a aucun sens et je trouve qu'il gère bien l'équilibre. Ouais, mais il y a un petit côté absurde. Il y a un petit côté absurde dans le sens où tu vois, c'est pas un film. Tu vois, le film il est catégorisé comédie un petit peu. Je me suis pas marré du tout moi tout le long, tu vois. Pas moi non plus. Mais je trouve que le film est très sérieux en fait, paradoxalement, mais en même temps il a cet humour qui est suggéré, mais qui cherche pas à te faire rire, qui est juste là pour dire oui, bah c'est rigolo. Mais en même temps, ça me fait penser un peu à ce qu'avait fait Michael Bay, oui, très loin, avec No Pain No Gain, où à un moment donné, ça s'inspirait pareil d'un fait réel, à la sauce Michael Bay. Évidemment. Puis à un moment donné, il se passe des trucs de plus en plus fous, de plus en plus n'importe quoi. Et il te dit, à un moment donné, il y a un carton qui arrive en plein milieu de la tronche. C'est toujours une histoire vraie. Et là, tu fais ah ouais, d'accord. Et il y a un petit côté un peu comme ça, beaucoup moins appuyé, mais dans le sens où Fargo le faisait un peu aussi. Les personnages en fait sont tellement crédibles, mine de rien, tu vois. Et c'est marrant, ça fait un peu écho à ce que je disais, qui ne m'avait pas vraiment plu dans Une bataille après l'autre, dans notre épisode précédent. Là, je trouve que ça marche. Tu y crois. Oui, je suis d'accord. Le film réussit à garder une cohérence globale et à quand même, comme tu dis, on rigole pas du tout le long du film. Il y a des passages où tu rigoles pas du tout. Il y a des passages très drôles, mais il y en a pas tant que ça. Et le côté où les personnages font les choses très sérieusement, contrairement, encore, on parle souvent de ça dans les épisodes. C'est un truc qui revient, mais c'est vrai que moi, dans certaines comédies, je passe à côté parce que je sens bien que tout est fait juste avec la seule vocation de me faire rire en tant que spectateur, et le film fait tout ce qu'il peut pour ça. Là, il y a des moments où tu rigoles des personnages parce qu'ils font... Tu dis, mais les gars, vous faites n'importe quoi. Genre, le truc du miel, par exemple, c'est fantastique, cette scène, on en parlera. Où tu dis, mais les gars, vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens. Et eux font ça hyper premier degré. Et du coup, ça crée un décalage qui fonctionne extrêmement bien. Mon cher Bastien, quelles étaient tes attentes pour ce film ? Déjà, je crois que tu ne l'avais pas vu. Non, je ne l'avais pas vu absolument. Je crois que j'avais même peut-être vu la bande-annonce, mais je ne suis même pas sûr. J'avais pas vraiment d'attente en fait. La seule attente que j'avais, c'était de voir Dubosc, parce que je savais que le film avait reçu cette récompense en termes de scénario, donc j'étais très curieux justement du type de film que j'allais voir. Mais j'avais pas d'attente particulière en fait. C'était vraiment déjà le film, on l'a choisi parce qu'effectivement c'est toi qui l'as proposé pour continuer justement
faut que j'arrête de dire justement, que tu l'as proposé pour qu'on continue dans cette optique-là de films français. C'est vrai que moi, j'en propose très peu. Donc, c'est toujours plaisant d'en voir un. Et j'étais vraiment particulièrement curieux de Franck Dubosc, en fait. En plus, là, il réalise. C'est pas son premier film en tant que réalisateur. Et je vais être honnête, j'ai jamais vu de film de lui en tant que réalisateur. C'est un artiste que j'ai beaucoup aimé dans notre jeunesse, notamment avec ses spectacles, avec ses sketchs. Moi, les Pour toi public me font toujours mourir de rire. Je tiens à dire, ah oui, c'est vrai, c'est plus problématique aujourd'hui, comme beaucoup d'artistes qui me faisaient rire à l'époque. Je me rends compte qu'il y a vraiment ce côté où aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout. Mais bordel, qu'est-ce que ce mec me fait rire. Ce côté lourdingue dont tu parlais, moi, c'est ce personnage lourdingue beauf, mais qu'est-ce que j'aime ça. Donc j'étais très curieux de le voir dans quelque chose de plus sérieux, comme je suis toujours très curieux de voir des artistes connus pour leur comment dirais-je, pour leur comique finalement, dans des rôles plus sérieux, que ce soit outre-Atlantique ou ici. Donc c'était ça mon attente principale, et j'ai pas été déçu. Le film marche bien. J'ai découvert là tout à l'heure, quand tu en parlais, qu'en fait le film avait un aspect Fargo complètement revendiqué. Oui, totalement. Et du coup, je suis content parce que finalement j'y ai pensé. En fait, fatalement, j'y ai pensé pendant le visionnage, et je me suis dit, ouais, ça marche bien quand même, il y a quelque chose. Laure Calamy, c'est une actrice que j'ai trop peu vue, mais qu'à chaque fois que je vois, je la trouve géniale. Je trouve que le film a une super photographie. Le film, il est super propre. Je trouve que tout fonctionne. J'ai beaucoup aimé, en fait, plus que Fargo, ce film m'a fait penser au roman policier que j'aime lire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté presque parodique du roman policier, en tout cas tel que je l'affectionne. Mais en même temps, ça en reprend tous les codes et ça marche super bien. J'ai adoré encore une fois effectivement, mais les personnages de Paul Vord et de Joséphine Demos sont magistraux. J'ai trouvé ça génial. J'ai passé un très bon moment. Contrairement à Une bataille après l'autre, et ça, c'est quand même beau, parce que j'aurais pas cru. J'aurais plutôt penché pour l'inverse, et non, je me suis vraiment pris d'affection pour ce couple et cet homme complètement effacé justement dans son couple. J'ai trouvé, en fait, effectivement, c'est pas un rôle qui lui aurait valu un César. C'est très bien qu'il ait eu ce César-là. Je pense pas, je me souviens plus contre qui il était nommé, mais je pense pas qu'il aurait pu en avoir d'autres. Mais moi, je trouve que tu vois, Dubosc m'avait aussi beaucoup touché d'une certaine manière dans un film qu'il a fait, attention, avec Kev Adams, qui s'appelle Fiston. Il y a au moins 10 ans maintenant. Ouais. Et moi, le film, je l'avais trouvé génial, quoi. J'avais trouvé ça super bien. J'avais vraiment, vraiment aimé. Et là, j'ai retrouvé un peu ce Dubosc-là, ce Dubosc un peu qui sait être touchant, qui a des petites mimiques, des trucs. Et je sais pas, il est complètement passif. C'est sa femme qui prend toutes les décisions, mais j'ai trouvé ça trop cool. Donc non, une très bonne surprise. Donc merci d'avoir conseillé ce film. C'était vraiment très très bien, et voilà quoi, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que vraiment j'ai passé un super moment, j'ai pas vu le temps passer, et c'est tout ce que je demande quand je regarde un film. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as plutôt bien aimé aussi? Ouais, alors pour tout dire, c'est vrai que depuis qu'on fait le podcast, généralement quand je regarde un film pour le podcast, je le regarde pour ça, et là ça s'est fait à l'inverse. J'ai vu le film et je me suis dit, ah mais faut qu'on en fasse un épisode, donc je te l'ai proposé après l'avoir vu. Donc chose rare, j'ai vu ce film il y a plus d'une semaine. Généralement, je revois vraiment les films la veille. Donc à tout moment, j'ai oublié les 3/4. Hein. Vous avez vu, ma mémoire est terrible. Mais non, mais pas faux. Mais vraiment, j'ai passé un super moment. Et le premier truc avec lequel je suis totalement d'accord avec toi, c'est la qualité cinématographique du film. Il y a vraiment une patte visuelle. Il est très bien réalisé. Il y a des bonnes idées de mise en scène, il y a des belles constructions de plans, il y a une belle lumière, que ça soit aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il y a vraiment des trucs travaillés, et je trouve que le rendu du film, il est de très 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 bonne qualité. Et là aussi, je reviens un peu à la comparaison avec les comédies très grand public qui souvent misent tout sur l'efficacité des dialogues et sur l'efficacité, on va dire, des vannes, plutôt que sur la réalisation.
Et je trouve que ce film, il y a un vrai effort là-dessus, et c'est en ça aussi qu'il est comparable à Fargo. Ce qui rend Fargo génial, c'est aussi sa réal. C'est-à-dire que Fargo s'est tourné comme un thriller. Et ben, Un ours dans le Jura, je suis d'accord avec toi, c'est tourné comme ça. T'as vraiment, et j'avais pas l'analogie, mais t'as raison, c'est vraiment, t'as l'impression de lire un roman policier un peu barré, quoi. Ouais, voilà, mais c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. Donc, moi, vraiment, j'ai passé un super moment. Je me suis beaucoup marré. Vraiment. Bah, tant mieux. Et puis, il y a vraiment des moments où j'étais pas mal à l'aise, mais pas loin quand même. Le film réussit ça, à des moments de dire, mais putain. À quel moment t'étais mal à l'aise ? Non, mais pas mal à l'aise au sens. Ouais, moi je suis premier degré. À chaque fois que je lui demande de détailler un peu, il me fait non, mais pas dans ce sens-là, Bastien. Pas dans le sens où t'es pas bien devant le film, mais des moments tu te dis putain, là c'est chaud quand même. Enfin, quand tu regardes une comédie, c'est rare que t'ailles dans autre chose que juste tu te marres. Ouais, et je trouve que le film l'a réussi à t'emmener ailleurs. La dernière séquence, tu la vois pas. Moi je l'ai pas vu venir. Tu t'attends à ce que le film termine sur la séquence d'avant. Bien sûr, ouais. Et là, la séquence, tu te dis putain, mais en fait, ça va être une horreur à la fin. Et là, tu te dis putain, c'est chaud quand même. Et ouais, mais du coup, moi, j'ai bien aimé ça. Et c'est là où je dis ça m'a mis entre guillemets mal à l'aise, c'est-à-dire que d'un coup, le film me sort de ce que je suis quand je regarde une comédie et m'amène à un truc auquel je m'attends pas. C'est pour ça que je le trouve pas trop comédie en fait, moi le film. Justement, je m'attendais à avoir un film qui allait, alors comme tu le dis, pas forcément enchaîner les gags ou ce genre de choses, mais je sais pas, j'ai trouvé vraiment l'équilibre, voilà, l'équilibre vraiment bien dosé, quoi. Après, moi, j'avoue que Franck Dubosc, je suis comme toi. Quand j'étais ado, il y a plein de choses que j'ai vues de lui. Je me rappelle avoir, comme toi, regardé Pour toi public, avoir regardé les spectacles de romantique, Dubosc, c'était romantique, je crois, celui que notamment, voilà, et avoir beaucoup ri à l'époque. J'ai revu des choses récemment. C'est vrai que c'est quand même compliqué. Non, mais non. Mais tout n'est pas acheté, hein, clairement pas. Mais encore une fois, c'est très ancré dans son époque. Mais bien sûr, mais tu peux pas l'enlever. Mais c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Tu peux pas, non, mais on peut pas juger avec nos valeurs d'aujourd'hui ce qu'était l'humour il y a 20 ans. Faut pas bouder son plaisir. Moi, c'est ça que je dis. Faut pas bouder son plaisir. Non, mais je suis d'accord. En tout cas, il faut pas juger ce qu'a été l'humour à un moment donné, dans la mesure où les codes étaient pas les mêmes. Il faut regarder les choses avec le prisme par lesquels la société était à ce moment-là. Mais force est d'admettre qu'en 20 ans, les choses la ligne, elle a beaucoup bougé. Et c'est vrai. Dubosc, en fait, finalement, avec ce film-là, il nous montre que lui aussi. Et c'est ça que j'aime bien. Et je vais faire une petite aparté parce que je trouve que Dubosc partage ça avec un autre comédien français qui n'a rien à voir avec ce film, mais je voulais en parler, c'est Bruno Solo. Bruno Solo, qui est connu notamment par Caméra Café. Caméra Café, vous regardez aujourd'hui, il y a des trucs qui sont indiffusables presque. Mais oui, vas-y, je te laisse. Encore une fois, dans les codes. Mais Bruno Solo, c'est pareil. C'est un mec. Je vous invite à écouter les prises de parole de ce mec et ses interviews. C'est toujours un mec extrêmement intéressant. Et c'est un mec qui, justement, parle souvent de ça, de l'évolution qu'il y a eu de la société et du fait que eux aussi, ils évoluent avec leur temps. Et je trouve que Dubosc, avec ce film-là, mais c'est pas la première fois, c'est vrai que Fiston, moi j'en ai plutôt un bon souvenir aussi, mais on l'a vu dans plein de films ces dernières années. Et dans plein de choses, t'as dit, il a réalisé 3 films quand même. Il a réalisé Tout le monde debout, Rumba la vie et donc Un ours dans le Jura. Et c'est un mec qui a su évoluer et qui, surtout, a beaucoup de dérision sur lui-même. Et ce qu'il a fait au César il y a 1 an a montré ça. Et je trouve que le timing est génial qu'il soit récompensé un an après. C'est clair et net. Donc franchement, moi j'étais super content de voir ce qu'il avait fait, de voir son travail. Et je le suis sur les réseaux sociaux, Franck Dubosc, et je suis toujours amusé parce que très régulièrement, il répond encore aujourd'hui à des gens qui parlent de ce film-là. Que ce soit en bien, en pas bien, il le fait toujours avec le même humour et je trouve ça top de voir que ce mec-là regarde, écoute et réagit encore parce que en voyant ça, j'ai un peu le sentiment que Dubosc, il n'a pas oublié qu'il était aussi un spectateur. Et j'aime bien c'est beau ce que tu dis. Avoir ce truc de les mecs pensent aussi à qu'est-ce qu'ils aimeraient voir eux en tant que spectateurs. Je suis d'accord. Ouais, et je trouve qu'il y a ça chez Dubosc. Ouais, j'aime ça. Il est poète, le Guillaume. Aujourd'hui. Il a peut-être plus aucun sens de l'organisation, mais il te sort des petites punchlines comme ça de temps en temps. On apprécie. Ouais, non. Alors après, juste pour rebondir vite fait sur l'évolution de l'humour, etc. Je sais qu'on a un avis peut-être un petit peu. J'ai un avis peut-être un peu plus tranché que toi sur ça, mais je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Moi, Bruno Solo, c'est un mec que j'aime beaucoup. Moi, Caméra Café me fait hurler de rire, mais vraiment j'ai des éclats de rire comme si je découvrais les sketchs aujourd'hui et vraiment ça me tue. Et petit aparté, je trouve que ce qu'ils avaient fait, contrairement à beaucoup de revival de séries, on aura peut-être l'occasion d'en parler pour Malcolm, oui. Je trouve que ce qu'ils avaient fait pour les 20 ans, je crois, de Caméra Café, l'épisode spécial, mais je l'avais trouvé vachement bien dosé, vachement réussi, etc. Donc voilà, je voulais juste le noter. Et pour ce qui il devrait y en avoir un autre.
Voilà, je le dis. Ah ouais ? Ouais. Ah bah alors ça, incroyable. Solo et le Bollock ont confirmé qu'il y aurait un deuxième épisode spécial. Ça c'est sympa, ça fait plaisir. Oui, et les petites d'accord. nouvelles qui font plaisir. Et voilà. Et pour ce qui est du Bosque, c'est sur ça que je voulais rebondir au départ sur l'amour, mais je me suis perdu avec Bruno Solo sur l'amour, sur l'humour. Oh là, le lapsus. Mais du coup, je trouve que c'est effectivement important de ne pas juger forcément avec les codes d'aujourd'hui ce qui se faisait avant en termes d'humour. Mais je trouve ça plus problématique quand tu découvres que les choses qui t'ont fait rire il y a X années étaient finalement des choses complètement copiées d'un autre humoriste et qu'il y a des histoires de plagiat, ce genre de choses, que un humour qui aujourd'hui est peut-être amené à disparaître ou en tout cas à changer et à évoluer. Je trouve que c'est deux choses différentes et moi je trouve que la première me fait plus de mal en tout cas. Non, mais je comprends. Voilà, mais après c'est complètement personnel, mais je voulais rebondir parce que ce qui est bien, c'est que ça nous permet de parler un peu de ce genre de choses, ce genre d'épisode, donc non, vraiment trop cool. Et si Franck Dubosc répond régulièrement, écoute, tu le suis. Mais bien fais une sûr. story en disant bah voilà monsieur Dubosc, c'est pour vous cet épisode. Si vous nous écoutez, voilà, si vous nous je pense écoutez, que s'il a écouté l'édito, il est parti, mais malheureusement. Pas forcément, l'édito était très bien. Donc non, moi faudra qu'on le fasse. Moi je trouve qu'il faut le faire. Non mais en tout cas voilà, moi j'aime vraiment la proposition qu'est ce film et absolument. Et ce qu'elle est dans le paysage du cinéma français actuel. On va donc rentrer un petit peu dans le résumé si tu le veux bien, mon cher Bastien. Le film. Écoute, ouais, je veux bien. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Parfait. Le film se passe donc dans le Jura à l'approche de Noël. On est à quelques heures de Noël et on va suivre les aventures de Michel et Cathy, un couple de producteurs de sapins. Qui est le nom du personnage est fou. Incroyable, qui est donc installé dans le Jura. Et on va très vite comprendre qu'ils sont dans une période un peu compliquée. Ça va pas très bien au niveau des finances. Enfin voilà, c'est pas la joie. Ils ont un fils qui a 12 ans qu'ils surnomment Doudou. Mais un fils qui semble avoir un comportement social un peu compliqué. Il a l'air d'avoir un petit peu de mal à répondre aux codes sociaux classiques, dirons-nous. Oui, un léger. Voilà, il est un petit peu en difficulté. Et donc, dans l'introduction du film, on va nous présenter deux choses. D'abord, on va voir un groupe de migrants qui semble perdu au milieu de la forêt et qui va se retrouver nez à nez avec un ours. Donc, d'où le titre Un ours dans le Jura. Et très vite, on va voir ce même ours un petit peu plus tard, quelques minutes plus tard en réalité, puisque Michel, qui est en train de rentrer en voiture à sa maison, en fait, là où il est installé avec Cathy, va manquer de rentrer dans l'ours qui se trouve sur la route. Il va éviter, mais malheureusement, il va percuter un autre véhicule qui était arrêté sur le bas-côté. Et ce véhicule avait, non pas à son bord, mais autour de la voiture, une femme qui était en train d'uriner et qui va mourir sur le coup parce qu'elle va prendre littéralement la voiture dans la tête. Et le chauffeur de cette voiture va, quant à lui, malheureusement mourir dans des conditions incroyables puisqu'il était lui aussi en train de faire pipi dans un talus et en remontant du talus, en voyant Dubosc et en s'apprêtant à réagir, il va glisser et s'empaler sur un tronc d'arbre, ce qui nous donne tout de suite, je trouve, le ton du film. Ah bah clairement, oui. Et là, quand vous avez vu Fargo, au bout de 3 minutes, vous dites ah ouais, ok, on est dans le même genre de film, quoi. Ce qui est très marrant, c'est que Michel, lui, va rentrer pas particulièrement choqué par les événements. Donc il va rentrer, il va rejoindre sa femme et son fils, et puis il va leur annoncer tout de go à table, bah écoutez, j'ai tué 2 personnes cet après-midi dans un accident de voiture. Et à partir de là, Cathy va prendre les choses en main, et tu l'as très bien dit, Dubosc, il a vraiment un personnage passif qui ne prend aucune décision. Et elle lui dit mais attends, c'est-à-dire t'as touché la voiture? Oui, bah il y a tes empreintes en fait, t'es débile, enfin il faut y retourner. Donc ils décident tous les deux de retourner là-bas pour inspecter le véhicule et nettoyer les traces, et ils vont tomber sur un sac rempli de 2 millions d'euros. Et donc à partir de là, ils vont vriller et se dire que il faut récupérer cet argent. Mais ils vont pas se contenter de prendre l'argent, ils vont prendre l'argent, le sac à main, l'arme, le téléphone portable, à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver dans la voiture. Et ils vont donc décider de cacher les corps. Et donc à partir de là, le film va partir vraiment dans un délire absolu, puisque ils vont tenter différentes techniques pour se séparer des corps. Mais dans le même temps, ils sont très vite confrontés à la police locale, la gendarmerie locale, qui est donc dirigée par
Roland, le personnage qui est campé par Benoît Poelvoorde et son adjointe, dirons-nous, qui eux travaillent donc sur l'enquête sur les migrants. Ils ont beaucoup de mal à comprendre ce que foutent ces migrants ici. Évidemment, ils ne parlent pas la langue, donc il y a une scène très drôle où ils essayent de leur parler avec des dessins. Et Ils leur ont donné des crayons de couleur en fait. Voilà, pour essayer qu'ils puissent dessiner ce d'expliquer, qu'ils ont vu, et ils ont dessiné des trucs qui ressemblent à rien. Exactement. Et notre ami Roland, lui, on l'a dit, on est à la veille de Noël, se décide ce soir-là à aller récupérer son sapin auprès de Michel et Cathy, qu'il connaît bien. Mais au moment où il arrive, littéralement, il y a encore les deux Maccabées dans la remorque du pick-up et ils ont le sac avec l'argent sur la table du salon. Et lui, il rentre au milieu de ça. Et donc, on a vraiment une scène qui est géniale, je trouve. Oui, vraiment et puis de malaise absolu, quoi. Absolument. Puis Dubosc vient de tirer malencontreusement avec le pistolet dans le mur. Donc, il met sa main dessus pour pas qu'on voit le trou. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est très drôle. Et donc, à partir de là, on se retrouve vraiment dans un truc un peu barré. Et donc, ils vont essayer de se débarrasser des corps de différentes manières. D'abord, ils vont essayer de les badigeonner de miel pour les mettre dans la forêt, en espérant que le fameux ours dont tout le monde a parlé, dont Roland leur a parlé, et puis Dubosc l'a vu, l'ours, bien sûr, qu'il est là. Donc, il y a une scène incroyable où il les badigeonne. Ouais, il les badigeonne de miel en les mettant à côté de la rivière, en fait. Exactement. Au cas où ils se disent, si l'ours a soif, il va être attiré par l'odeur. Voilà, et puis avec l'odeur, il va les bouffer. Ils y retournent le lendemain et finalement, les deux sont toujours là et ils trouvent un troisième cadavre. Qui est celui qui essayait de faire passer les migrants, en fait, au début du film. Exactement. Et qui est tombé de la falaise. Voilà. Et donc, entre-temps, ils décident de cacher la voiture. En fait, la voiture, ils la mettent sur un chemin. En gros, c'est une voiture abandonnée. Donc, un flic la signale. Et le lendemain matin. C'est un chasseur, je crois. C'est un chasseur, oui, pardon, qui la signale au flic. C'est pas très important, mais oui. Et le lendemain, Roland décide d'aller sur le lieu. Et là, il découvre que dans la voiture qui était vide la veille, il y a 3 cadavres. Absolument, ouais. Et donc, un vrai problème. Et en plus, il va trouver des effets personnels qui s'avèrent appartenir à sa fille. La barrette de sa fille. Voilà. Et donc, à partir de là, il va y avoir vraiment un début d'enquête. Et là, clairement, la situation commence à échapper à la fois à la police, qui ne comprend pas pourquoi dans cette ville où il ne se passe rien, ce village, d'un seul coup, il y a 3 morts dans des conditions atroces. Voir que l'autre, il a encore le morceau de oui, parce qu'ils ont scié le tronc pour le décrocher, mais ils n'ont pas enlevé le tronc. Exactement. Et puis, Michel et Cathy vont s'enferrer petit à petit dans leurs mensonges, ne sachant plus quoi faire. Ils vont à un moment décider de confier l'argent à un curé qui se propose de gentiment les aider, mais qui en fait va taper dans le fric allègrement. Alors oui, en fait c'est pas tous les deux qui vont décider ça. C'est lui, oui. C'est Michel en fait qui, contre l'avis de Cathy, qui lui a dit n'en parle à personne, va se confesser. Tout à fait. Et filer le sac au curé. Exactement, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le personnage de Michel, lui, il est très naïf et très. En fait, il est gentil. Ah oui, c'est un gentil mec, quoi. C'est un gentil gars. Il est dépassé par les événements, mais il a rien envie de faire de mal. Il a une bonhomie tout à fait géniale, quoi. Exactement. Et finalement, donc l'enquête piétine parce qu'ils ne comprennent pas le lien entre ces différentes personnes. Évidemment, à aucun moment ils font le lien avec Michel et Cathy. Mais petit à petit, il y a certains éléments qui vont commencer à les mettre sur la voie. Mais surtout, le principal problème, c'est que cet argent qu'ils ont récupéré, on découvre qu'il appartient à une bande de mafia, de la mafia, on va dire, et que ces gens décident de retrouver cet argent. Donc, ils envoient des mafieux dans le village, et notamment un premier qui va se charger de liquider littéralement 2 flics qui étaient venus pour enquêter et prendre le pas sur l'enquête. Oui, c'est ça. En fait, c'est la police nationale qui a pris le relais, la criminelle sur les gendarmeries. C'est ça, ouais. Puisque l'affaire devient un peu trop grosse. Sauf qu'ils n'ont pas le temps d'arriver, ils se font liquider dans la station-service dans une scène qui est vraiment très froide pour le coup. Bien sûr. Vraiment, le mec qui rentre, il a une arme avec un silencieux, il bute la caissière et les 2 flics qui n'ont rien demandé. Et il va se faire passer pour le flic pour récupérer les infos auprès de Roland, du major, en se disant bah voilà, si je récupère les infos, je vais pouvoir les retrouver et remonter jusqu'à eux. Dans une scène en plus, si tu me permets ça, cette petite digression, quand c'est un mec, faut imaginer, c'est un Iroquois avec une petite boucle d'oreille, un écouteur dans l'oreille, il arrive en cachant la photo Bien sûr. De la carte qu'il a volée au policier, et juste en montrant le logo police, et il la montre au mec à l'accueil, au réceptionniste gendarme, parce qu'en fait ils sont en sous-nombre, puis parce que c'est les fêtes, ils sont que 3 dans la gendarmerie, et en fait ce mec là il est derrière une vitre à sa réception, donc ça m'a fait
penser à la scène de Terminator. Oui, C'est oui, filmé en totalement. contre-plongée du côté du réceptionniste. Il arrive avec des lunettes, tac, tac, tac. Enfin, t'as vraiment l'impression de voir Schwarzy, quoi. J'ai trouvé ça Ah non, vraiment mais très, c'est- très rigolo. Mais il y a vraiment beaucoup de références dans le film et ça en fait partie. Absolument. Je m'arrête là pour le résumé, puisque après on va rentrer dans le dernier tiers. On a évoqué quelques trucs, mais est-ce que toi, il y a des scènes là dans cette partie-là que tu retiens? Aïe, 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 des scènes que je retiens. J'ai pas de scène particulière. En fait, c'est l'ambiance générale, moi, que j'ai trop aimé. J'ai beaucoup aimé la scène quand même où il badigeonne, où il badigeonne les corps de miel, etc. et qu'il retrouve le troisième corps derrière. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Tu l'as pas mentionné à ce moment-là du film, mais ils ont essayé de se trouver un alibi. Donc ils sont allés, oui, c'est vrai. ils sont allés voir la gérante d'un club libertin qui est une ancienne pote. Ouais, Plus, du lycée on sait ou pas du trop collège. du lycée du personnage de Michel, donc de Franck Dubosc, et qui est incarné par Emmanuel DeVos, très 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 drôle dans ce Ouais, rôle-là. clairement. Et en fait, ils disent bon bah voilà, on te donne un peu de thunes et tu dis qu'on était là le 21. Elle fait oui bah alors ça coûtera ça parce que comme ça je pourrais refaire la balançoire, la salle, je sais pas quoi. Et par contre, oubliez pas le jeudi pour lequel je vous couvre, c'est soirée gangbang. Hein. Donc voilà. Et moi j'ai trouvé cette scène tordante. Pareil, c'est un personnage très atypique aussi quand même. Et je pense que c'est la scène que j'ai préférée parce qu'en plus après ils ont une petite discussion au milieu des couples qui s'embrassent tout autour d'eux et compagnie, et à chaque fois ils se font couper. Il y en a un qui vient chuchoter à l'oreille de Laure Calamy, de Cathy, un truc, et Franck Dubosc lui dit bah qu'est-ce qu'il te dit? Il lui dit bah il veut m'enculer. Et voilà, vraiment, mais elle te sort ça mais d'une manière mais tellement naturelle, et moi ça m'a vraiment fait rire. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette scène là. Mais plus globalement en fait c'est presque des petites scénettes. Il y a un petit côté sketch, je trouve, dans ce film, qui est pas négligeable et qui est pas dégueu en plus. Et du coup, c'est difficile pour moi de te dire à ce moment-là du film, il y a telle scène que je préfère, telle scène que je préfère, telle scène que je préfère. Mais à chaque fois, j'ai du mal à choisir une scène, en fait, en particulier dans tous les films qu'on fait. Donc c'est pas que ça qui fait que j'ai du mal. Je pense que c'est juste ma personne, tout simplement, qui a du mal à choisir quelque chose. Et voilà. Mais ouais, non, je pense que la scène, ces deux scènes-là, le badigeonnage de miel avec la découverte du troisième corps et juste après le côté alibi et compagnie m'a vraiment fait rire. Donc ouais, c'est ces deux scènes-là que je retiens. Et toi, du coup, à ce moment-là, t'as quelque chose qui te... Alors moi j'ai une scène vraiment anodine mais qui m'a fait vraiment rire sonore devant ma télé. C'est donc quand les flics trouvent la voiture le matin avec les corps dedans, Michel et Cathy passent à ce moment-là en voiture et donc ils rentrent et eux évidemment ils savent et donc ils discutent avec Roland, qu'est-ce qui se passe machin, et puis il leur dit là vous pouvez pas passer à travers la forêt pour aller au Super U, ce qu'ils expliquent qu'ils vont au Super U en coupant à travers la forêt, et donc il fait demi-tour. Oui. Et la scène du demi-tour elle est incroyable. Parce qu'il faut comprendre qu'il est quand même il y a de la place quoi. Et il pouvait faire une marche arrière. Je sais pas, il pourquoi il a fait au moins fait ça. 7-8 manœuvres pour réussir à faire demi-tour. Et il y a vraiment un plan sur les manœuvres et les mecs qui le regardent et personne dit rien. Et là, on est dans l'absurde. Mais alors, on est dans l'absurde, mais moi, je me suis dit dans cette scène, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a pas fait une marche arrière? Il est vraiment si con que ça. Et en fait, je me suis dit, mais non. Pour déposer les corps, ils ont utilisé le pick-up. Donc, s'ils ont découvert les corps et la voiture, bah en fait, il se dit, faut qu'on explique pourquoi il y a des traces des autres véhicules, dont notre véhicule sur le truc. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il fait ça pour lier les pistes. Mais après, je me suis dit, le personnage est pas assez intelligent pour. Alors, je sais pas. Moi aussi, je me suis posé la question, est-ce qu'en faisant ça, il rajoute des traces? Donc, du coup, c'est compliqué de retrouver les traces de base. C'est ce que je me suis dit. Mais la scène, elle est géniale. Oui, c'est très drôle. C'est très drôle. Je trouve que c'est une très bonne illustration de ce qu'on a dit tous les deux au départ. C'est là qu'on est vraiment sur la ligne jaune entre c'est génialement drôle ou c'est complètement con. Je suis d'accord. Et là, ça marche. Parce ça que marche clairement. la scène, elle est très bien contextualisée. Il faut imaginer que, en plus, quand ils arrivent à ce moment-là, ils parlent avec le flic qui est à l'extérieur, ils sont dans la voiture, et elle a un sac à la main. Et dans le sac, elle a l'arme. Le pistolet, ouais. Et le mec, il dit ah, mais c'est des macarons de je sais pas où là. Et limite, tu te dis putain, il va lui en demander. Et elle peut pas ouvrir la boîte quoi. Et elle, non, elle lui fait oui, bien sûr, ils sont super bons, j'adore. Et en fait, il y a vraiment une espèce de tension permanente. Et eux, en faisant ça, se rendent pas compte qu'ils deviennent hyper suspects. C'est très bizarre de faire la manœuvre pendant 2 heures. Bien sûr, puis à ce moment-là, t'as les deux gendarmes ils sont pas encore suspicieux, ils se disent juste mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Oui, c'est ça, il n'a pas de est sens. vraiment très très con et tout le monde les observe. Et moi ce que j'ai adoré c'est la conclusion de cette scène, c'est-à-dire qu'ils reprennent la route et t'as sa femme qui lui demande à Franck Dubosc, qui lui dit mais tu vas où? Il dit bah au Hyper U. Bah oui, on a dit qu'on allait au Hyper U. Non, et puis c'est vrai qu'il y a le truc de mais mine de rien cette scène va servir puisque c'est la première fois qu'il se dit mais attends, il est passé par la forêt pour aller à l'Hyper U, c'est chelou. Et c'est
un peu le premier indice qui va les mettre sur la voie. C'est vrai. J'enchaîne sur le dernier acte. Bien sûr. Donc, du coup, je l'ai dit, les mafieux arrivent pour essayer de récupérer le fric. Le flic en question, enfin le faux flic en question, réussit à obtenir des informations. Il a l'air de comprendre que l'argent, il est pas encore avec les flics à ce moment-là. Et finalement, ce mec-là va se faire... comment dirais-je, va revenir à un moment donné dans le commissariat où il y a personne pour récupérer le fric. Alors en fait, ce qui s'est passé avec le fric, c'est que suite à toutes ces péripéties, donc ils ont payé la meuf du club libertin, donc qui s'appelle le Cupidon, n'oublions pas, en deux mots. Bien sûr. Et ils ont payé à partir du moment où Michel, Franck Dubosc, donne l'argent au curé. Juste après, en fait, ils se rendent compte que il y a que par la forêt que les corps ont pu être déposés. Exactement. Et c'est là qu'ils se disent, mais il n'y a rien dans la forêt. Et en fait, ils se disent, si, il y a la sapinerie. Ouais. C'est comme ça qu'ils disent, je crois. Ouais. Et du coup, ils vont interroger Dubosc, qui est sa femme, qui leur disent, ah non, on était au Cupidon. Ah bon, et votre fils, il faisait quoi ? Il dormait. On l'a pas pris avec nous, il dormait ici. Ah d'accord. Donc ils s'en vont. Et en fait, Pulvord parle au personnage de Joséphine Demeaux. Et il lui dit bon, on va aller au Cupidon. Il fait non, c'est pas la peine. Et il lui dit pourquoi ? Il lui dit parce que j'y étais, moi. Et ils y étaient pas. Et elle part dans un monologue sur oui, mais tu sais, être une femme célibataire aujourd'hui, dis-le que je suis une salope, vas-y, machin. Et franchement, j'ai trouvé ça tordant. Et donc, pour recontextualiser, pour te redonner la parole et te permettre de finir ce résumé détaillé. Suite à ça, donc ils comprennent qu'ils n'ont pas d'alibi, pardon. Et t'as finalement de fil en aiguille, t'as comment il s'appelle ? Pulvord, qui va prendre rendez-vous entre guillemets juste avec Michel et Cathy. Il va les confronter. Ils vont lui dire, enfin Franck Dubosc va dire que c'est de sa faute à lui, que Cathy n'a rien à voir là-dedans, patati patata. Ils vont aller chez le curé récupérer l'argent. Lui va partir Pulvord à la gendarmerie avec l'argent pour aller le ranger dans un coffre. Et à ce moment-là, en fait, vu que c'est un petit village, à l'hôtel, t'as l'Iroquois, le tueur, en fait, qui les observe et il voit le sac. Et là, il dit, c'est bon, je vais récupérer le sac. Et c'est pour ça qu'il va à la gendarmerie pour essayer de tuer Dubosc au moment où celui-ci est en train de ranger le sac. Et je te laisse le plaisir de dire ce qui se passe. Et il va se faire sauver par Florence, qui arrive dans son dos et qui, au moment où il s'apprête à tirer sur Roland, elle va le tuer avant. Donc on a une quatrième personne une sixième personne qui meurt si on compte les deux flics septième avec la caissière. Bien sûr. Donc encore un nouveau meurtre. Et donc il décide à ce moment-là, il s'était mis d'accord pour que Michel avoue et vienne se rendre au commissariat. Le lendemain matin. Il lui dit tu vas passer Noël parce qu'on l'a pas dit, mais c'est le soir de Noël à ce moment-là. Donc lui, il relance tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller impressionner sa femme avec son ex-femme. Avec son nouveau copain. Et donc du coup, il lui dit écoute, passez la soirée avec le petit et puis demain tu vas te rendre. Et finalement, il lui envoie un message dans la soirée en lui disant c'est pas la peine de venir demain. Et on comprend à ce moment-là que lui il se dit mais en fait le fric on va le garder, on va le cacher. Sauf que le lendemain il y a la commissaire générale qui vient. Et on a une scène là aussi très drôle où pour que la commissaire générale ne dise rien, il va la soudoyer, il va lui payer un piano je crois pour son fils qui fait des études de musique qui coûtent très cher. Donc il va acheter le silence et en disant en gros c'est un règlement de compte, il y a ni argent ni mobile ni rien, mais on enterre un peu l'affaire. Et on se dit que le film va se finir là-dessus, sauf que on a une dernière séquence qui est incroyable dans laquelle le patron de cette fameuse mafia, dont l'un des frères est mort, puisque c'était l'Iroquois, décide de se rendre chez Michel et Cathy pour aller récupérer l'argent. Et là, on a une scène qui d'un seul coup devient vraiment sombre, parce que Dubosc se fait quand même planter un couteau dans la main. Il se fait péter le nez, il se fait casser la gueule. Dans une armoire. Exactement. Et donc, il demande où est l'argent, et Cathy dit l'argent, il est à tel endroit à l'extérieur, et elle l'amène près de l'endroit où il coupe les sapins. Et là, nous avons Doudou qui monte dans un tracteur et qui va venir écraser le mafieux et ils vont l'enterrer du coup dans le jardin, ce qui fera un ultime mort dans cette séquence. Alors c'est pas qu'ils vont pas l'enterrer en fait, ils vont le donner à manger au cochon. Ils vont le donner à manger, pardon. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que plutôt dans le film, on a eu un fusil de Tchekhov où justement quand à la première visite de Roland, quand il vient récupérer son sapin en début de film, il passe devant tous les outils de découpe
des sapins totalement. et des troncs, donc notamment des scies circulaires, une tronçonneuse. Et Roland dit à Michel, tu sais, ça coupe un bras en 2 minutes, machin, etc. Et tu te dis, ah putain, ça va servir à un moment. Bah oui. Et à ce moment-là, quand Cathy emmène les mafieux dehors et leur dit, c'est par là, venez, Tu te dis qu'elle va faire ça. elle les emmène vers le local, donc Oui, ça tout va à se fait. finir là-dessus. Et en fait, non, le film te prend à contre-pied, et là, c'est une poursuite en tracteur qui n'a... Le mec aurait pu fuir, mais Non, mais 25 tellement, fois, ça n'a aucun sens. Il quoi. n'arrive pas à marcher et tout, c'est ridicule. Mais c'est tellement drôle. Mais oui, c'est très drôle. Et c'est, encore une fois, inattendu. Et le film ensuite se termine. Il y a une dernière petite séquence où ils vont à une soirée et où ils laissent du coup le fils y aller un peu tout seul pour se sociabiliser. C'est ça, et eux, de leur côté, vont au Cupidon. Vont au Cupidon, effectivement, ensemble, pendant que lui va passer la soirée avec ses potes. Et le film se termine là-dessus. Mais vraiment, moi je répète, et C'est un super film. cette séquence de fin, je trouve, l'illustre bien. Ils sont vraiment allés au bout du truc. Et encore une fois, on se plaint souvent, enfin, pas nous particulièrement, mais le public se plaint souvent d'avoir un cinéma français qui est un peu plan-plan et qui n'innove pas beaucoup, qui prend pas beaucoup de risques. Bah là, clairement, c'est le cas et ça marche hyper bien. Absolument, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter, t'as tout dit. C'est un film qui marche très bien, qui se suffit à lui-même et qui a pas d'autre prétention que de te faire passer un moment très sympa, très cool. Ouais, tout à fait. Et assez puis audacieux. assez décomplexé aussi, tu vois. Donc, Ouais, totalement. moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Parce que on l'a pas dit, mais il y a quand même donc 8 personnes qui meurent dans le film. Les morts sont assez trash pour certaines et on les voit. Je veux dire, 9 personnes. 9, oui, t'as raison. Ouais. On le voit l'autre quand il est empalé. Enfin, c'est visible. Il y a pas de. Le film ne cache pas ce qu'il fait. Oui, mais il en fait pas des caisses. Il va pas Non. dans le gore pour le gore, mais il se cache pas de la violence des actes qui sont commis, etc. Exactement. Et pareil, il y a des séquences très drôles. Je suis passé un peu vite, mais la première fois que Roland va les voir pour récupérer le sapin, il y a toute une séquence où il veut se faire prendre en photo avec le sapin devant le pick-up et Oui. on voit le pied des cadavres qui dépassent et tout. Enfin, Et il y a du coup, tu vas plein sur, de non, mais trucs va sur comme la ça. droite, va sur la... Et lui, il se fait, ah bah oui, t'as raison, je Ouais. vais aller sur la droite, c'est mieux, alors que ça n'a aucun sens vu que Non, c'est un truc en vidéo. Mais voilà. clairement, et vraiment, Poulvord, il est très drôle parce qu'il a pendant très longtemps dans le film, tu te dis mais il va jamais faire le lien. Et moi, c'est aussi ça que j'aime bien et ça résume plutôt bien. Enfin, ça va en tout cas avec tout ce qu'on a dit. C'est que les personnages, ils ont des éclairs de lucidité à des moments. Tu te dis mais lui, il va être con tout le long, il va jamais comprendre quoi. Et en fait, si à un moment, c'est parce que mine de rien, c'est lui qui comprend. Oui, mais c'est juste un mec sympa en fait. C'est juste, Exactement. il est cool, il est posé, c'est un petit pépère quoi. Et tu te crois que c'est un idiot et en fait, non, pas du tout. Je relève une dernière scène avant qu'on termine. Il y a un moment donné, on l'a dit, on retrouve la barrette de la fille de Poulvord dans la voiture. Ah oui, oui. Et donc, il vient le moment où il faut qu'elle explique pourquoi cette barrette est là. Et donc, elle est interrogée par Florence et elle explique que, bah, en gros, si elle était là-bas, elle avait un rapport sexuel avec un mec et que ils sont dans une voiture, ils peuvent pas aller chez lui parce qu'elle fait trop de bruit quand elle fait l'amour. Ouais. Et genre, donc t'as toute cette séquence qui est filmée en champ contre champ et d'un moment t'as un plan large et tu vois que le père il est dans le bureau et il les regarde, il dit bon, je vais aller prendre un café moi. Et je trouve cette scène elle est géniale. Alors moi, j'ai préféré le premier interrogatoire entre guillemets qu'il fait à sa fille tout seul. Oui. Parce qu'une fois qu'ils ont retrouvé la barrette dans la voiture avec les 3 cadavres, il comprend que c'est sa fille qui était sur place. Et genre, il lui dit, mais dis-moi, pourquoi ta barrette s'est retrouvée là? Ah papa, c'est bon, j'ai 18 ans, je suis majeur, je fais l'amour, bah oui, excuse-moi, machin. Et après, il lui dit, mon Dieu, ma fille est nécrophile. Oui, c'est Parce vrai. qu'en gros, il lui dit, mais il y avait 3 cadavres. Elle fait, mais qu'est-ce que tu racontes et Il y a tout? pas de cadavres. Ma fille est nécrophile. Et ça m'a vraiment achevé. Non mais voilà, et encore une fois, c'est aussi ce qui fait que ça marche, c'est que c'est bien écrit, c'est bien joué. C'est vraiment bien écrit, bien sûr. Et c'est pas potache, c'est vraiment de l'humour qui marche et le ton du film tient de la première à la dernière minute, il y a pas de fausse route. Ouais, clairement. Ce qui, franchement, dans ce genre de film peut arriver, c'est un peu casse-gueule, je l'ai dit, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur Un ours dans le Jura. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Non, cher Bastien c'est bon, on a tout dit et c'était vraiment très très sympa à voir. Donc vraiment, voyez-le si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup. Ne vous arrêtez pas au fait que ce soit Dubosc. Non, mais C'est clairement. vraiment vraiment super. Et puis voilà, c'est un film qui doit réconcilier le public avec Dubosc. C'est un artiste complet, Franck Dubosc. Il fait beaucoup de choses. C'est pas juste ce qu'il a été à une époque, qui a encore une fois eu beaucoup de succès. Hein. On l'a très bien dit, je pense, au début. Nous-mêmes, on a été clients, on a aimé ce qu'il a fait, on l'a connu comme ça. Moi, j'aime toujours moi ce qu'il a Mais fait. moi aussi, et c'est un artiste qui a vraiment su évoluer, qui a su élargir son champ d'action. C'est devenu un comédien, c'est devenu un réalisateur. Et là, il nous montre, sur ses 2 casquettes en tout cas, et même de scénariste, qu'il est très bon. Il a été récompensé pour ça. Donc, voyez ce film. Absolument. Voilà, on va Absolument. s'arrêter J'aurais là-dessus. pas dit mieux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode à 18h comme d'habitude, tous les dimanches. Bonne semaine. Bonne semaine Et à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.
Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! À la bouillette. Je vous emmerde! Je rentre à mon maison! D'accord, faisons comme ça.